fougère. Vous connaissez bien la fougère, qui est commune dans les bois. Il existe de nombreuses espèces de cette plante. Celle qui est la plus répandue, assez haute, une cinquantaine de centimètres, à feuillage très découpé, se nomme fougère grand-aigle ou pétris. On en a choisi une autre à étudier parce qu'elle est plus facile à cultiver en classe. C'est le polypode que l'on peut trouver sur les vieux murs, les rochers quand ils sont humides et aussi sur les troncs d'arbres morts. On en vend de belles espèces chez les fleuristes comme plante d'ornement. Retirant la plante de son pot, on voit une partie brune, horizontale et cailleuse, d'où partent les feuilles. Il s'agit donc non pas d'une racine, mais d'une tige, puisque les feuilles partent toujours de la tige. Ici, il s'agit d'une tige souterraine qu'on appelle rhizome. Ce rhizome présente de nombreuses racines adventives et un bourgeon à une de ses extrémités. Voyons maintenant la partie aérienne. La partie aérienne n'est formée que par les feuilles. Il n'y a pas de tige aérienne. Il y a plusieurs feuilles sur le pied. Les unes qui se dessèchent sont de l'année précédente, les autres, bien vertes, sont de l'année. Les plus jeunes en train de se développer sont enroulées et forment comme un point d'interrogation. Chaque feuille a un très long pétiole, jaunâtre, et sa partie verte, le limbe, est découpée. Chaque partie montrant une nervure centrale. On ne voit pas d'autres parties aériennes. En particulier, on ne voit jamais de fleurs ni de fruits. La fougère est le premier type de plante sans fleurs que nous rencontrons. Si la fougère n'a pas de fleurs, comment fait-elle pour se reproduire? Nous allons le voir. Passons maintenant pour voir la partie la plus importante qui nous concerne, c'est comment se reproduit cette plante. Regardez une feuille développée sur la face inférieure, vous y voyez des petites taches vertes, jaunes ou brunes selon leur âge. Ces taches sont régulièrement disposées en ligne à droite et à gauche de la nervure centrale de chaque lobe. À l'œil nu, ou mieux à la loupe, vous voyez que chaque tache est un tas de petits organes arrondis, attachés à la feuille par une petite tige. Voici la projection de ces petits organes vus au microscope. Vous voyez que chacun est un petit sac. Vous distinguez une ligne formée de grosses cellules à parois épaisses. Le reste du sac est formé de cellules fines car on voit par transparence l'intérieur du sac rempli de grains noirs. Voici à côté un sac ouvert. La ligne de grosses cellules desséchées a agi comme un ressort et en se redressant a déchiré le sac. Les grains se sont échappés, on les nomme des spores et le sac qui les contient, on le nomme un sporange. Vous pensez sans doute que ces spores sont des graines, comme celles des autres plantes, et que les sporanges sont des fruits. Réfléchissez que les sporanges et les spores se sont formés sur les feuilles, directement. Il n'y a pas eu de fleurs, il n'y a pas eu de pollen, ni d'ovules, pas de fécondation. La spore est en quelque sorte comme un morceau de la fougère qui se prépare à quitter la plante, mais pour devenir quoi? S'il s'agissait d'une graine, on verrait la spore germer pour donner une nouvelle fougère. Ici, c'est autre chose. Voici une spore germant. On voit se développer une petite lame verte qui ne ressemble en rien à la fougère. Cette lame n'a que 1 centimètre environ de long. Elle a une forme de cœur, elle est verte, collée au sol humide par des petits poils absorbants. On nomme cette petite plante un protale. On voit comme la spore est différente de la graine. La spore ne provient pas de la fécondation et ne redonne pas la fougère. Si l'on regarde la face inférieure du protale avec une forte loupe, on voit, sur les bords et vers les creux du cœur, des sortes de petits boutons, ce sont les organes de la reproduction. Les uns sont des organes femelles, contenant chacune une petite cellule femelle qu'on appelle ovule ou oosphère.
Les autres sont des organes mâles contenant chacun plusieurs cellules mâles qui jouent le rôle des spermatozoïdes. Chaque cellule mâle est minuscule. Vous la voyez grossie 1000 fois. Il y a un corps ovale et une sorte de queue avec des cils. Et les cils servent à nager. En effet, quand les cellules mâles sont mises en liberté par l'ouverture des organes mâles, elles nagent dans la mince couche d'eau qui se forme par la pluie ou la rosée entre le protal et la terre. Elles vont ainsi atteindre les organes femelles. Une cellule mâle ira s'unir, se mélanger à une cellule femelle. Il en résultera un œuf. C'est un zygote, comme chez les animaux. De nombreux œufs se forment donc sur chaque protal, mais un seul se développera. On verra alors se former une nouvelle fougère qui sera d'abord nourrie par le protal. Dès que cette jeune fougère aura formé une racine et une feuille, elle sera capable de se nourrir elle-même et le protal mourra. Ainsi, la fougère nous montre une reproduction très spéciale. La fougère donne des spores. La spore germe en donnant un protal. Le protal donne un œuf et l'œuf donne une fougère. Chaque plante feuillée que nous voyons a d'abord été un protal. Ce caractère particulier de la reproduction se retrouve chez les fougères des bois, les pétris, dont nous avons parlé au début, ainsi que chez les autres fougères que vous avez pu rencontrer. Par exemple, la capillaire qui pousse souvent pendue au rocher très humide, près des sources, ou encore les fougères d'ornement que l'on voit dans les jardins ou les maisons. Ce groupe de plantes, avec d'autres qui présentent des caractères voisins, forme un grand groupe, ce que l'on nomme un embranchement. Et le nom de cet embranchement vient du mot ptéris qui veut dire fougère en grec. C'est l'embranchement des ptéridophytes.